Alors sur cette image, donc vous voyez deux exemples d'arbres de décision. Chacun illustre un résultat différent en termes de complexité et de clarté. L'arbre de gauche semble plus compact, plus ramassé. Euh, Ici, j'ai mis les nombres. En fait, ces nombres, c'est les nombres d'exemples rattachés de chaque nœud, hein, de chaque nœud ou feuille d'ailleurs. La couleur ici orange représente les feuilles, hein, et la couleur bleue représente les nœuds. Et la couleur verte, c'est la racine. Cet arbre-là contient un nombre relativement. Chaque nœud de cet arbre contient un nombre relativement élevé d'exemples. Ces deux choses, c'est-à-dire le fait que ça soit compact et que j'ai d'exemples relativement élevés par nœud ou feuille, font que je peux interpréter facilement les résultats, je peux interpréter facilement mon modèle. L'arbre de droite, en revanche, il s'étend un peu plus, hein, beaucoup même plus, avec des branches qui vont mener à des nœuds qui vont contenir de très petits effectifs. Alors ça, ça indique typiquement le modèle très spécifique aux données sur lesquelles il a été entraîné. C'est-à-dire qu'il y a ici un risque accru, hein, de surajustement, donc d'overfitting. Cela veut dire que le modèle a capturé des détails, beaucoup d'anomalies, des données d'entraînement. Et donc le modèle risque de ne pas se généraliser bien, il risque de ne pas bien se généraliser aux nouvelles données. Contrairement à cet arbre, l'arbre de gauche représente un modèle plutôt généralisable et moins susceptible de surajuster les données d'entraînement. Alors, j'ai donné ces exemples là, pour vous montrer, ce sont des exemples parfaits pour introduire les critères, la nécessité d'introduire des critères d'arrêt et ce qu'on appelle l'élagage. Donc, on appelle ça pruning en anglais. Ce sont des techniques ou des mécanismes qui sont très importants dans la construction des arbres de décision parce qu'ils limitent la complexité du modèle afin d'éviter justement les questions de surajustement et de garantir des performances solides sur les nouvelles données. Alors, les critères d'arrêt, les conditions d'arrêt, pardon, les conditions d'arrêt, ce sont ces conditions qui vont garantir que l'arbre ne grossisse pas trop de trop. Donc, on va fixer des critères, hein. Un premier critère est la profondeur de l'arbre, par exemple. Donc, on se dit, si on atteint une profondeur de temps, enfin un maximal de temps, par exemple, on se dit ici 1, 2, 3, 5, si on atteint une profondeur de 5, eh bien on arrête, par exemple. Enfin, du moins, on se pose la question sérieusement de s'il n'y a pas de raison sérieuse pour ne pas s'arrêter, on s'arrête, quoi. Enfin, quelque chose comme ça. Donc, on fixe une profondeur maximale de l'arbre. Ce qu'on peut aussi fixer comme critère, c'est la taille minimale d'un nœud. C'est-à-dire que si on arrive à un nœud, par exemple, dans cet exemple-là, si on avait mis ce critère en avant, c'est-à-dire on met une taille minimale du nœud de 20, par exemple, on va s'arrêter à ce niveau-là. On va pas continuer au-delà. On voit bien qu'ici, on continue, on tombe sur un nœud de 14, on va s'arrêter là, par exemple. L'autre critère, c'est la réduction de l'impureté. Donc, comme on a vu avec l'indice de Gini, si par exemple ici, on divise notre nœud, ici on décide de continuer, quand on est arrivé à 30, on décide de continuer, on divise en 14 et 16, et on regarde notre indice Gini, mais en fait on s'aperçoit que l'indice Gini on n'a pas réussi à le réduire tant que ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas significativement baissé. Ça veut dire qu'en fait le gain d'une division de nœud en sous-nœud devient minime. Donc ça veut dire qu'il faudrait peut-être envisager l'arrêt de l'arbre, l'arrêt de la division de mes nœuds. Et dernier critère que je vous propose, c'est l'homogénéité du nœud. Ça, on a déjà eu l'occasion de voir ça dans notre exemple. C'est-à-dire si un nœud est déjà pur, c'est-à-dire tous les cas sont de la même classe, ou quasi pur, c'est-à-dire que tout à l'heure on avait un cas qui est resté, hein, un cas sur 5, là on se dit peut-être il n'est peut-être pas nécessaire de le diviser davantage. Donc voilà pour les critères d'arrêt. Alors il y a une autre technique aussi, hein, pour éviter que l'arbre ne grossisse trop beaucoup, c'est l'élagage, qu'on appelle l'élagage, comme pour un arbre en fait de la nature, hein, quand on fait l'élagage pour que ça pousse pas de trop. Ce qu'on fait, c'est que l'élagage, c'est ce qu'on appelle le pruning en anglais. C'est un processus qui consiste à réduire la taille d'un arbre de décision. Donc, soit on fait un élagage précoce, c'est-à-dire un pré-élagage,
on arrête la croissance de l'arbre avant qu'il ne devienne trop complexe. Les critères sont à peu près similaires ici, hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on construit, enfin on ajoute un niveau, bah, on regarde a posteriori s'il faut pas, si ce niveau n'est pas redondant, enfin n'est pas de trop. Auquel cas, c'est-à-dire qu'on fait de l'élagage précoce, on n'attend pas que l'arbre devienne trop grand pour se poser la question. Et on fait, il y a aussi la technique qui consiste à construire notre arbre tranquillement avec les critères que je vous ai expliqués, l'indice de Gini à réduire l'impureté, etc. Et puis on fait du post-élagage après coup, c'est-à-dire qu'une fois que l'arbre a été entièrement développé, ben, on le simplifie, on regarde les différents nœuds, est-ce qu'on ne peut pas fusionner des nœuds, etc., etc. Voilà. Donc en somme, pour résumer hein, ce que je viens de dire, les conditions d'arrêt et l'élagage sont nos techniques alliées hein, pour équilibrer entre apprendre suffisamment des données d'entraînement et maintenir une capacité à performer sur les données jamais vues auparavant. Ils assurent que notre arbre de décision reste précis et pertinent pour faire de la prédiction sur les données jamais vues auparavant.